Je voudrais avant tout vous remercier les demoiselles de Grandville-Terre-Mer qui vont se lever avec leur jeune porte-drapeau. Ce sont ces demoiselles qui vous ont accueilli à l'entrée. Elles ont été élues le 25 novembre dernier. Et bien évidemment, elles attendent ce grand jour du 9 février prochain, puisqu'elles seront sur le char de la Reine pour le 150e anniversaire du carnaval. Donc merci mesdemoiselles pour votre présence. Et contrairement à d'autres collègues maires du territoire, je ne vais pas respecter le protocole, je vous autorise à vous asseoir pendant la prochaine demi-heure. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les maires du territoire, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les partenaires publics et privés, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un véritable plaisir pour moi et l'ensemble des élus de vous retrouver à l'occasion de cette cérémonie des vœux. En ce début d'année, je vous souhaite, au nom du conseil municipal, une bonne et heureuse année, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont pu être présents ce soir. Je forme aussi le vœu que 2024 apporte réconfort et espérance à toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont dans la solitude, qui sont touchés par les épreuves de la vie et qui sont dans la précarité. Je veux rendre hommage à l'un de mes prédécesseurs, M. Marc Verdier, disparu ce 3 janvier dernier. De 1994 à 2008, il a été un maire bâtisseur, gestionnaire et visionnaire. Parmi les nombreuses actions menées pendant ces mois-là, il y a eu bien sûr l'archipel et la médiathèque, mais ce dont il était le plus fier était la construction de l'Agora dans le cadre de l'opération Mieux vivre à Saint-Nicolas et le centre de loisirs Châteaupeneur. C'était un maire profondément humaniste, comme l'était Daniel Carvenel. La fibre sociale, il l'avait en lui. Lorsqu'il parlait des actions qu'il avait impulsées dans le secteur social, notamment aux côtés de Chantal Duchemin, il en parlait toujours avec une grande émotion et une grande humilité. Il venait d'un milieu très modeste et pendant sa carrière professionnelle, il avait activement pendant longtemps milité à la CFDT, ce qui en faisait plus tard un élu gaulliste singulier. Ces dernières années ont été particulièrement difficiles pour lui, car la solitude lui pesait suite au décès de son épouse Annick. Il avait néanmoins gardé une vivacité d'esprit et intellectuelle impressionnante, je peux en témoigner. Grandville vient de perdre une belle personne qui a beaucoup donné à sa ville et à son territoire. L'année que nous venons de traverser a été une nouvelle fois particulière. Elle a été marquée par une situation géopolitique dramatique. De manière générale, nous assistons à une situation plus que préoccupante, avec la montée des nationalismes et une tendance à l'unilatéralisme. Au niveau national, l'attaque du 13 octobre à Arras, survenue 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, nous a toutes et tous sidérés et douloureusement frappés, tout comme l'attentat de Paris du 2 décembre dernier. Les événements qui ont suivi la mort du jeune de Naël, début juillet dernier, nous ont rappelé à quel point veiller à la cohésion sociale demeurait encore et toujours un enjeu majeur. Il est important de reconnaître qu'ici, à Grandville, l'effet de mimétisme employé par le très jeune adolescent Grandvilliers, responsable d'actes de dégradation, avec notamment des incendies de véhicules, n'explique pas tout et traduit une situation de grande fragilité où les repères liés à la parentalité sont fissurés.
nous devons continuer à construire des actions avec nos partenaires pour amplifier nos interventions dans le secteur socio-éducatif en faveur de ces jeunes en rupture de lien social. C'est en recomposant une structure communale qui, de manière transverse, implique différents services de la ville que nous allons accompagner ces jeunes en voie de marginalisation pour les aider à se socialiser. L'année passée aura été encore une année de forte inquiétude pour nos pêcheurs. Nous sommes engagés dans le comité de pilotage de Natura 2000 car la zone de protection existante permet la cohabitation entre le maintien de l'environnement qu'il faut à tout prix préserver et les activités humaines nécessaires à l'économie et à l'emploi. Un renforcement inapproprié des zones de protection viendrait toutefois compromettre cet équilibre. Nous restons donc vigilants en siégeant à l'instance de concertation sur les enjeux de pêche et de conchyliculture dans la baie de Granville, mise en place par le seul préfet suite aux engagements du secrétaire d'État à la mer le 29 juin dernier, ici à Granville. La pêche, chez nous, c'est 800 emplois directs et induits. Ne l'oublions pas. 2023 aura été aussi entaché par une crise profonde de notre système de santé qui a affecté notre hôpital public à la suite de la mise en place de la loi Risque. Cette loi n'a pas produit les effets escomptés, bien au contraire, puisqu'elle a permis l'émergence d'effets pervers comme la normalisation du déploiement de certaines agences impactant fortement la masse salariale des intérimaires, puisque dorénavant, les hôpitaux doivent supporter la TVA de 20% facturée par ces nouvelles agences. Pour notre hôpital, ce surcoût lié à la TVA est revenu à 1 500 000 €. Cette loi est aussi venue déstabiliser l'organisation de notre hôpital, faute de praticiens, particulièrement au niveau des urgences. Le directeur général de l'ARS nous a garanti, le 27 octobre dernier, la mise en place d'un plan d'action local, concrétisé par la création d'une cellule spécifique dont la seule mission est de recruter les praticiens pour les hôpitaux du Sud-Manche. Garantir un service d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Granville reste notre premier objectif. Et même si la situation est encore complexe et restera complexe quelque temps, l'ARS est dans cette logique. Pour garantir la pérennisation des urgences à Granville, nous avons toujours défendu la création d'un service de court séjour gériatrique. C'est chose faite depuis le 7 novembre dernier, avec aussi la création d'une unité cognitivo-comportementale, et après l'obtention de l'IRM qui sera opérationnelle l'année prochaine, l'hôpital de Granville complète ses offres de soins et vient d'investir 5 200 000 € cofinancés par la région et l'État dans le cadre du Ségur. Conscient que notre territoire doit renforcer son attractivité pour attirer des jeunes médecins, Granville-Talamer et la ville de Granville ont décidé de se mettre ensemble en ordre de marche pour créer une maison d'hébergement des internes. Portée par notre comité de communes et cofinancée par différents partenaires, dont la ville, celle-ci se situera rue de Bretagne et pourra accueillir 6 à 7 internes en médecine, ce qui fait 12 à 14 jeunes praticiens dans une année. 2024 sera l'année où nous devrions enfin savoir si le dossier que nous avons monté dès l'automne 2020 sera accepté pour l'implantation d'un centre d'analyse à Granville, sur le quartier Saint-Nicolas. Je vous annonçais l'année dernière la construction future d'une nouvelle structure de Normandie sur le site de l'hôpital. Les choses avancent, puisque le conseil de surveillance de l'hôpital a validé le projet, je parle sous le contrôle de M. le directeur, en décembre dernier, et le groupe Elena, de son côté, en train de finaliser le projet
d'implantation sur le site avec un dépôt de permis de construire, en principe, au mois de mars au plus tard. J'ai, ces jours derniers, signé la cession des murs du pôle de santé du port au profit de BSMI. BSMI est une structure émanant des hôpitaux du Bon-Sauveur et de la Miséricorde. Dans l'acte de vente, conformément à nos engagements, il est bien mentionné que le repreneur a repris les baux en l'état et que le bâtiment ne pourra pas faire l'objet d'une affectation autre qu'un pôle santé. Cette nouvelle gestion du bâtiment va permettre de pérenniser ce pôle, avec un nouvel acteur aux côtés des médecins et praticiens, et je l'espère, favoriser dans le futur l'émergence d'un nouveau projet de pôle santé dans une commune de notre territoire. Pôle santé qui serait en lien avec celui du port afin d'apporter un maillage en adéquation avec les besoins du bassin de vie. En 2023, le 2 août était le jour de dépassement, c'est-à-dire la date à laquelle l'humanité avait consommé l'entièreté des ressources fournies par la planète. Nous avons donc vécu à crédit du 2 août au 31 décembre dernier, soit 5 mois, alors qu'en 1970, le jour de dépassement était le 29 décembre, entraînant une vie à crédit limitée à 2 jours. Celui qui croit qu'une croissance infinie peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou. Ce constat est connu. Jonathan Millet, ancien élève de l'Institut Sévigné de Granville, devenu professeur à l'University College londonien, nous l'a rappelé lors de la semaine du climat. Il doit toutes et tous nous interpeller. Nous sommes ainsi confrontés à des défis sans précédent. Il est temps pour nous de prendre des mesures responsables pour offrir à nos enfants un avenir le plus durable possible. Comme élus locaux, nous avons pris l'engagement ferme d'être un moteur de changement pour la transition écologique. Nous avons déjà accompli pas à pas des actions significatives, mais nous savons que le chemin à parcourir est encore long. Notre ville est reconnue territoire engagé dans la transition écologique par le label Climat, Air, Énergie, car rendre une ville en transition, ce n'est ni une vision de l'esprit, ni une simple charte à signer, mais c'est d'avoir une vision globale précise où toutes les actions doivent être mesurées et quantifiées afin d'être évaluées. Localement, notre intervention s'articule autour de 4 axes. La transition vers l'énergie renouvelable, l'efficacité énergétique, la planification urbaine durable et le transport durable. Concernant l'énergie renouvelable, le conseil municipal a validé en novembre dernier l'installation d'ombrières sur un terrain appartenant à la ville, rue du Milieu. La ville va créer une structure spécifique appelée Énergie Grandvillaise, avec la société d'économie mixte West Energy, dont les actionnaires principaux sont le SDEN. Le SDEN, c'est le syndicat départemental d'électrification de la Manche, et le département. Des panneaux solaires seront installés sur 2433 m². La ville, en tant que propriétaire d'une partie du foncier du site de Maloé, est également associée à Grandville-Talamer pour mener une action sur la transformation du site de la déchetterie en centre de panneaux solaires. Le projet porte sur 3,5 hectares avec 6800 panneaux pouvant produire le besoin en électricité de 2900 personnes, soit l'équivalent de 1300 foyers. L'efficacité énergétique des bâtiments publics et communaux est aussi l'une des priorités de nos actions. Nous avons commencé la rénovation énergétique du centre de loisirs Château-Bonheur, dont les travaux s'élèvent à 854 000 € hors taxes, cofinancés, monsieur le sous-préfet, à 50% par l'État, dans le cadre du fonds vert. Après le centre de loisirs, nous aurons programmé de lourds travaux
de rénovation énergétique dans les écoles Lanos et Jules Ferry. Le montant de ces travaux est estimé à plus d'1 million d'euros et a fait l'objet d'un choix prioritaire dans notre plan pluriannuel d'investissement. Dans un autre domaine, nous avons commencé en 2023 à créer des îlots de fraîcheur sur le site de l'école Jules Ferry, en désimperméabilisant le sol, en renforçant la végétalisation et en créant de nouvelles zones qui seront ombragées. L'ancien groupe scolaire Pierre et Marie Curie reprend vie avec une cinquantaine d'associations qui participent à animer le lieu. L'espace Pierre et Marie Curie devient ainsi un pôle socio-culturel de cohésion sociale dont les travaux de réhabilitation avec le transfert des locaux des missions locales ont fait l'objet d'un appel d'offres à l'automne dernier. Ces travaux commenceront en juin prochain. D'un montant de 2 200 000 euros, ils seront cofinancés à hauteur de 76% par différents partenaires, dont le département, l'État attribuant à lui seul 1 107 000 euros. Une réflexion est aussi bien engagée en partenariat avec Envie Vétérinaire, le SDEM et l'ADEME concernant la mise en place d'un réseau de chaleur potentiellement pour 7 sites, dont l'hôpital de Granville, les lycées Marlan et la Morandière, le centre aquatique et des bâtiments de la Cité des Sports, ainsi que Normandie. Sur le site, Normandie 2, sur le site de l'hôpital. Être une ville en transition écologique, c'est être une ville qui gère aussi la planification urbaine de manière durable. Certains nous reprochent souvent, avec véhémence, le projet d'urbanisation de la Clémentière. Nous assumons la future réalisation d'une tranche de 13 hectares. Dénoncer unilatéralement la convention de 2012 avec les aménageurs aurait représenté un dédommagement important pour les finances de la ville. Être en responsabilité, c'est tenir compte de tous les paramètres, y compris ceux budgétaires. Le futur quartier de la Clémentière, qui comprendra 342 logements, s'articulera autour d'un concept de cour urbaine où seront privilégiés des écomatériaux pour intégrer le facteur climatique avec une forte orientation environnementale et sociale, puisqu'il y aura aussi de l'habitat participatif. Les acquisitions foncières sont en cours. Granville a vu les tarifs de vente et de loyer des logements exploser ces dernières années. La ville a perdu 594 habitants entre 2015 et 2021, date du dernier recensement. Si nous constatons un frémissement d'amélioration, puisque nous sommes passés de 12 513 habitants en 2019 à 12 581 en 2021, nous devons actionner tous les leviers qui sont à notre disposition. Notre ville a été classée en zone B1 par l'État, zone tendue en octobre dernier. Ce classement est très important, car nous disposons maintenant d'une boîte à outils plus pertinente pour la création de logements locatifs sociaux et un accès facilité au logement. Le conseil municipal a voté la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires en septembre dernier. Il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser une partie des contribuables. Il s'agit simplement d'affirmer que dans une période où les locaux ne peuvent plus se loger, le droit d'avoir un logement est plus important que celui d'en avoir plusieurs. Être une ville en planification durable, c'est être une ville qui sait où elle va, qui sait que la densification urbaine est nécessaire. Le permis d'aménager pour construire 85 logements sur la friche de l'ancien groupe scolaire Jean Massé a été déposé en septembre dernier. L'objectif du programme est de favoriser la mixité sociale avec des offres qui répondent aux besoins
des ménages et des jeunes. Avec un revenu médian de 21 600 €, une grande majorité de Grandvillais peuvent accéder aux logements sociaux. Pour cette raison, nous avons un programme ambitieux de construction de logements en partenariat avec nos bailleurs sociaux. Les programmes les plus avancés concernent la rue du Rocher, où 26 logements sont aujourd'hui en cours de construction. Le programme de 35 logements va commencer cette année sur la friche de l'ancienne maison de retraite du Lutte. Et j'ai signé le permis de construire fin 2023 pour le projet d'un semi-collectif rue Wilson-Churchill. Tous ces programmes menés par la SF Hauts-de-Grandville sont qualitatifs d'un point de vue bâtimentaire et architectural. Nous allons requalifier une partie du quartier Saint-Nicolas autour de 7 grands immeubles en lien avec le projet de rénovation énergétique de ces immeubles par Manche Habitat. Un diagnostic après concertation auprès des habitants a été réalisé ces derniers mois. L'objectif de ce projet est de créer un fil conducteur entre les différentes zones du projet et les éléments structurants du quartier. Ces aménagements, qui commenceront cette année, concernant les cheminements. Il s'agit en effet d'optimiser les déplacements en voie douce et d'adapter des lieux publics à de nouveaux usages. Ce chantier durera plusieurs années puisqu'il sera réalisé concomitamment à l'avancée des rénovations extérieures des immeubles. Rendre le cœur de ville plus verdoyant et accueillant, permettre aux cyclistes et piétons d'y circuler en toute sécurité et en toute quiétude, aménager un espace public où il fait bon vivre, se promener, y prendre le bus, tout en renforçant l'attractivité commerciale, sont les objectifs de la rénovation urbaine du Courgenville. L'idée générale du projet, dont les travaux commenceront en septembre prochain, est de créer un grand espace continu de même niveau pour créer un lien de vie et faciliter les circulations, l'accessibilité, l'organisation d'événements comme le marché hebdomadaire de samedi, le carnaval ou l'Urban Trail. Nous sommes conscients que le scénario retenu perturbe, voire inquiète certains commerçants, puisque le plan de circulation sera revu. Mais le scénario retenu a pour avantage d'être agile, car modulable une fois les travaux terminés. De ce fait, nous souhaitons pouvoir tester le nouveau sens de circulation, et je voudrais rappeler que le scénario retenu a été validé suite à un vote auprès des habitants et vote auquel les commerçants pouvaient participer. Le transport durable est l'un des axes prioritaires de notre politique communale. Nous avons, au niveau de Grandville, institué la gratuité du réseau Bus-Neva. Grandville-Terre-et-Mer l'a maintenu après l'avoir étendu aux 4 communes du canton. Au plus fort de l'été sur le mois d'août, 71 815 montées ont été enregistrées contre 58 970 l'année précédente. Je le dis très régulièrement, et le redirai encore souvent, quelle fierté d'avoir mis en place ce réseau à l'échelle cantonale, qui plus est, Monsieur le Président de la communauté de communes, toujours gratuit pour les usagers. Nous avons localement une problématique de stationnement en période de haute saison. Nous avons depuis 2022 instauré des parkings estivaux, mais force est de constater que l'usage de celui basé au lycée La Morandière reste perfectible. Nous allons donc, pour 2024, tester une navette régulière entre ce parking estival et le centre-ville. Notre ville avait beaucoup de retard sur la mobilité liée au vélo. L'action que nous avons initiée pour l'aide à l'achat de vélo est un franc succès. 329 personnes en ont bénéficié depuis sa mise en place,
pour une aide moyenne s'élevant à 348 €. Avec la gratuité du transport urbain, cette action a aussi pour conséquence de redonner du pouvoir d'achat aux habitants. En 2023, nous avons installé la consigne sécurisée vélo à la gare, mis en place de nouveaux itinéraires vélo et fait passer le centre-ville et certains quartiers à 30 km/h. En 2024, nous réaliserons des bandes cyclables sur l'ensemble de l'avenue des Vendéens et Aristide-Briand, avec la sécurisation des passages piétons de l'axe, et nous continuerons à mettre des quartiers résidentiels à 30 km/h. Il n'y a pas de transition écologique s'il n'y a pas de transition sociale. Pour nous, une vraie politique sociale doit être basée sur des valeurs d'équité, de justice et de soutien mutuel. Le temps de croire, comme le dit si bien Alain Souchon, c'est de l'avoir plein nos armoires. Il doit être le temps du passé. Le temps du toujours plus pour ceux qui en ont le moins besoin doit être révolu. Amplifier les transitions et protéger les plus précaires reste notre priorité. Cela passe par l'inclusion sociale. La ville doit favoriser l'inclusion en créant un environnement où les citoyens, quelles que soient leurs origines, leur statut socio-économique, leur âge ou leur capacité, ont les mêmes droits et opportunités. Le projet de résidence intergénérationnelle inclusive rue du Saussé a fait l'objet de la délivrance du permis de construire en juillet dernier. Les travaux de démolition de l'ancienne maison de la petite enfance vont prochainement commencer. Le site proposera 67 logements, 30 à des personnes âgées, 32 à des jeunes ménages et 5 à des adultes en situation de handicap, ainsi qu'une mini-crèche qui accueillera notamment des enfants dont les parents travaillent en horaire décalé. Ce projet innovant est très regardé au niveau national. Il émane d'une collaboration étroite entre divers partenaires, dont la Mutualité sociale agricole, le département, Manche Habitat et l'AGAPI. Il bénéficiera d'une subvention importante de fonctionnement par la Caisse nationale de solidarité, car la ville aura la charge de gérer et d'animer cette structure. Le soutien aux personnes vulnérables, dont les migrants, fait partie de la transition sociale. Nous assistons à une recrudescence des inégalités économiques, démographiques, politiques et demain climatiques, qui imposeront, qu'on le veuille ou non, à des hommes, des femmes et des enfants de quitter leur pays pour chercher d'autres perspectives. Notre pays est proclamé pays des droits de l'homme et accueillir des réfugiés fait partie d'une tradition humaniste et chrétienne qui doit continuer puisqu'elle nous honore. Je suis profondément républicain et je respecte la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Mais je permets ce soir, néanmoins, de citer une phrase du pape prononcée à Marseille le 23 septembre dernier. Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent l'hospitalité. La ville de Granville, à son échelle, joue son rôle et l'a prouvé. Tout comme 70 autres villes et collectivités territoriales françaises, elle est membre depuis 2021 de l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Elle met à disposition de Port d'Attache une maison et une seconde est affectée au CCS depuis le printemps dernier grâce à du mécénat. Je tiens ici publiquement à saluer l'énorme travail réalisé par les associations Port d'Attache et les mots bleus au profit des réfugiés et des migrants. En 2024, nous allons mettre en place une nouvelle action qui s'appellera Vacances solidaires, en partenariat avec l'association RA93, basée au Seine-Saint-Denis, et le camping intercommunal de Thionville-Granville. Nous avons en effet travaillé sur ce projet ces derniers mois,
de manière à accueillir lors des vacances scolaires d'été des familles migrantes, très majoritairement monoparentales, avec des jeunes enfants. Cette opération que l'on souhaite durable est possible grâce au soutien de nos collègues élus des villes de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et de nos collègues élus de Donville-les-Bains. L'action Vacances solidaires s'inscrit dans l'engagement que la ville a pris en 2022 auprès de l'UNICEF pour promouvoir les droits de l'enfant, lutter contre l'exclusion et contre toute forme de discrimination. Une politique de solidarité vise à créer une ville où chaque individu peut s'épanouir. L'année dernière, à la même époque, je vous disais que Granville était une ville pétrie de contrastes, avec une population partagée en deux blocs, avec d'un côté une population venue s'installer pour profiter du cadre de vie, avec des ressources financières suffisantes, et de l'autre, une population beaucoup plus précaire. C'est bien vers cette population que notre attention politique est constamment portée. C'est bien pour elle que nous avons créé depuis 2020 de nouveaux services publics locaux, parmi lesquels l'accueil pluriel, en partenariat avec la KPI, dont la mission est l'accompagnement au maintien à domicile. 93 personnes, à ce jour, ont été suivies. C'est bien pour elle que nous avons créé aussi le Conseil numérique, qui, depuis sa création, a accompagné 850 personnes. C'est bien pour elle que nous avons aussi créé le service d'écrivain public, ou encore le lieu de répit, en partenariat avec GTN, pour accueillir des auxiliaires de vie pendant les heures de pause et la coupure des midi. Nous avons créé, en novembre dernier, il y a 2 mois, un nouveau service financé par des partenaires, dont l'ARGIRC et l'ARCO, qui a pour mission d'agir contre la solitude et l'isolement des personnes âgées, à travers des visites réalisées par 3 services civiques tutorés par des agents de la ville de Granville. La ville est membre du SIAS, syndicat intercommunal d'action sociale. À ce titre, nous défendons une évolution de l'épicerie sociale qui concerne 230 familles granvillaises. Le SIAS va adhérer à l'ANDES, Association nationale des épiceries solidaires. En parallèle, côté libre, nous souhaitons tester ce que l'on appelle la sécurité sociale alimentaire sur un marché de circuit court, où les clients éligibles paieraient un pourcentage de la valeur réelle des produits et les autres clients s'approvisionneraient soit au prix du marché, soit pour ceux qui en ont les moyens et qui le souhaitent, au prix supérieur du marché. C'est en innovant que nous répondrons à une exigence de lien social. La ville bénéficie d'une cuisine centrale de qualité, fabriquant en période scolaire 1200 repas par jour, à la fois pour ses cantines, mais aussi ses FJT, foyers de jeunes travailleurs, et autres structures comme la résidence Autonomie des Servis. Le CCAS de la ville dispose d'un terrain qui est situé à Éclon, d'une surface d'1,3 hectare, à ce jour non affectée. Le CCAS vient de passer une convention avec l'association OSE qui, dans le cadre des chantiers d'insertion, exploitera cette parcelle pour reproduire du maraîchage. Ce partenariat devrait permettre à OSE, en 2025, de fournir à notre cuisine 3 tonnes de légumes dans un premier temps, bien évidemment des légumes en circuit court et 100% bio. En parallèle aussi, OSE fournira l'atelier cuisine animé par les associations qui ouvrira sur le site de Pierre et Marie Curie. Ces partenariats rentrent dans l'économie sociale et solidaire que nous défendons, car nous sommes convaincus que ce type d'économie répond aux besoins éthiques et moraux fondés sur la solidarité et surtout l'utilité sociale. C'est aussi pour cette raison que nous venons d'instituer la mise en vente de monuments et de caveaux provenant de concessions échues et non renouvelées dans nos cimetières à des prix les plus accessibles à tous.
Ces leçons de solidarité et d'utilité sociale, nous les avons appliquées dès 2020, lorsque nous avons mis en place, avec les communes de Saint-Père-sur-Mer et de Carolles, la mutuelle communale. Depuis, cette offre aux administrés a fait des émules, puisque d'autres communes de notre territoire ont entrepris la même démarche. Au premier semestre 2023, donc les chiffres que je vais vous donner ne sont pas tout à fait à jour, parce qu'ils sont 6 mois, 223 habitants grandvillers étaient couverts par cette mutuelle au tarif négocié. À l'échelon national, les élections municipales de 2020 ont fait l'écho du changement dans lequel les Français, en grande majorité, ont souhaité être davantage écoutés dans les décisions des élus ou des projets importants. Ce tournant que nous avons perçu s'inscrit dans une démocratie plus participative, basée sur la concertation et la co-construction des projets. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place les assemblées de quartier, les budgets participatifs et consulté les Grandvillers sur le devenir de l'église Saint-Paul et de leur permettre de choisir entre 3 scénarios pour l'aménagement du centre-ville. Concernant le projet de Saint-Paul, la consultation des architectes pour la restauration du clos et du couvert a été ouverte le 21 décembre dernier et la date des remises des offres aura lieu le 6 février prochain. Les travaux commenceront bien courant 2025. Sur le volet concertation, à une autre échelle, le département a fait réaliser une démarche de concertation l'hiver dernier sur le projet d'aménagement de la rue des Îles. Suite à cette démarche, le département a décidé d'abandonner le projet de l'aménagement qui était loin de faire le consensus. Imposer un projet ne correspondant pas à l'aspiration d'une large majorité des habitants et aussi des acteurs professionnels nous aurait questionné. Je comprends la position du département qui maintenant doit répondre aux besoins de tous les acteurs des ports en les modernisant. Ces modernisations sont nécessaires car les activités portuaires doivent rester les éléments moteurs du développement économique de la ville et du territoire. La transition sociale passe par la culture et le sport qui doivent être accessibles à tous. Grandville figure sur la liste des communes françaises que traversera la flamme olympique avant les JO le 31 mai prochain. Grandville a été choisie parce qu'elle est labellisée Terre des Jeux 2024 et qu'elle a été reconnue en fin 2022 ville européenne du sport. Sport et culture seront ainsi au diapason dans le cadre des Olympiades culturelles. Toute l'année 2024 sera ponctuée de rendez-vous sportifs en marge des JO de Paris, à l'image d'un événement culturel urbain proposé au skatepark. La promotion culturelle déclinera le thème du sport tout au long de l'année. Le volet 2 de l'exposition Bon Baiser de Grandville au musée Richard Lacréon présentera une section dédiée à l'histoire du sport de Grandville et les sorties de main feront également un clin d'œil appuyé au JO. Nous avons, en lien avec le réseau des médiathèques de Grandville-Terre-la-Mer, institué la gratuité des médiathèques cette année. Et nous ne le regrettons pas. En un an, la médiathèque de Grandville a enregistré 1377 nouveaux adhérents. En 2023, les travaux de désavantage et de déplombage ont été réalisés au Logis des Rois. La ville est riche d'un fonds patrimonial de 15 000 œuvres. Avant de réhabiliter le Logis des Rois et de l'agrandir sur le bastion, nous devons mettre aux normes les espaces de la Lobé. Faire du lieu de la Lobé un pôle de conservation afin de pérenniser dans les meilleures conditions possibles les collections des musées de Grandville est absolument nécessaire. Une étude de programmation a été réalisée ces derniers mois et le montant total des travaux est estimé à 2 900 000 €. Inscrit au plan pluriannuel des investissements de la ville, la consultation pour la maîtrise d'œuvre commencera cette année. Le musée Dior a attiré cette année plus de 70 000 visiteurs.
avec une gratuité les premiers dimanches du mois pour le rendre visitable au plus grand nombre. Le musée d'art n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Les conditions d'exploitation deviennent trop contraignantes, faute d'espace. L'association Présence d'Urbe en Ville mène une réflexion globale de réaménagement du site en lien avec les villes pour rendre accessible ce musée. Avec 336 associations, la ville de Granville a la chance d'avoir un tissu associatif important et dynamique. Et nous continuerons de soutenir ces structures et clubs sportifs car ce sont le ciment de la cohésion de notre ville. Il faut toutefois que certaines associations et clubs sportifs prennent conscience que les services de la ville ne sont pas des guichets avec des ressources humaines illimitées. La ville dispose de personnel d'une ville de la taille de 13 000 habitants, et cela, il faut toujours l'avoir en mémoire. Pour 2024, je veux vous dire que nous continuerons à agir avec tous les acteurs partenaires au profit de l'intérêt général afin d'amplifier les transitions et protéger les plus précaires. Merci à nos partenaires institutionnels, aux forces vives, aux autorités civiles et religieuses, aux bailleurs sociaux avec qui nous travaillons. Merci aux associations patriotiques qui, à nos côtés, font perdurer le devoir de mémoire, aux associations de jeune âge et aux deux stages qui permettent des coopérations et renforcent notre esprit européen. Merci aux associations caritatives qui s'investissent pour les plus démunis, aux associations sportives qui organisent et animent de très belles compétitions et forment nos jeunes, ce qui représente un enjeu majeur pour la cohésion et le bien vivre ensemble. Merci aux pompiers, à la Croix-Rouge et à la SNSM, toujours à nos côtés avec les forces de l'ordre pour nous accompagner dans la préparation d'événements importants comme le carnaval. Merci à la GAPI et OSE avec qui nous avons développé des partenariats privilégiés pour créer de nouveaux services publics locaux. Merci aux associations qui siègent à notre CCAS. Merci au Casino, notre délégataire, qui soutient et organise de beaux événements. Merci à l'Archipel, aux acteurs et associations culturelles qui nous procurent de belles émotions. Merci aux associations de défense du patrimoine qui nous tient à cœur. Merci et mille merci aux 336 associations organisées. Je tiens aussi à remercier sincèrement et très chaleureusement mes collègues maires du canton. Ils ne sont pas nombreux, c'est un petit canton par la taille, avec qui nous travaillons en étroite collaboration sur des sujets communs, ainsi que tous les agents des services municipaux de la ville qui ont assumé avec professionnalisme leur mission pour assurer la continuité du service public au cours de l'année écoulée. L'implication des cadres et agents de la ville est sans faille. J'ai pu, une nouvelle fois, le constater lors de la gestion des conséquences de la grande tempête du 2 novembre dernier. Les quelques 311 agents de la ville forment une grande famille au service de toutes et de tous. Je sais compter sur eux pour qu'en 2024, ils continuent sous la direction de notre directrice générale des services, Mme Jacob, que je salue ce soir, je sais qu'elle est là, mais je ne sais pas où, à œuvrer de l'intérêt général au profit des administrés en ville. Pour terminer, je veux vous citer une phrase de Marc Gouraud, qui est dans le fond là-bas. Marc Gouraud, directeur de l'Archipel. Il m'a dit un jour, nous vivons dans un monde aseptisé, où les valeurs de référence restent le beau, le sympa et le performant. Finalement, tout cela n'est qu'une photo glacée qui ne répond en rien aux préoccupations des gens. Je crois sincèrement qu'il a raison. Répondre aux préoccupations des gens doit nous animer. Je conclus en vous renouvelant tous les vœux les plus chaleureux, en vous souhaitant une bonne santé et aussi de vouloir partager avec toutes
celles et ceux qui nous sont chers. Merci de votre attention.